L'Opco Atlas et Sinovaction vous présentent le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeu des transitions de l'habitat. Moi c'est Rémi Busco, je suis architecte de formation et designer. Un peu appris sur le tas. Moi je me pose la question des modes de vie et du devenir notamment des territoires et des manières d'habiter face à la question de l'anthropocène et du changement climatique et aussi de tous les changements sociétés que ça va créer par rapport à la question du logement. Moi en fait la question c'est je prends le prisme des projets je prends les projets par le prisme de l'imaginaire dans lequel on se projette pour vivre et donc je travaille avec l'imaginaire des personnes pour essayer de voir d'abord en termes de non pas de moyens techniques mais en fait de ressenti de qu'est-ce qu'on veut atteindre comme préalable à un projet construit. Alors, pour toi, quels sont les leviers justement pour appréhender l'habitat ou pour appréhender l'habitat ou se donner les moyens d'appréhender l'habitat par l'imaginaire? Un des éléments clés en fait de partir de la question des usages, des usagers et de leur ressenti pour faire du projet. Parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent dans les projets et pourtant en fait par cette question d'une réelle compréhension des usages attendus, des usages rêvés, on peut se retrouver à créer vraiment des espaces et augmenter la qualité de vie des gens et leur qualité de vie notamment dans du logement aussi, avec finalement des petites choses qui ne sont pas forcément toujours de l'ordre du matériel mais de l'espace, comment on le ressent, comment on le vit. Ça va aussi être la question de comment on programme le logement à être habité, parce que finalement on projette des modes de vie, sauf qu'en fait si on crée des cadres qui permettent que certains types de modes de vie, on n'arrive pas forcément à s'adapter aussi vite à la manière dont nos sociétés elles changent. Et à ton avis, dans la production du logement aujourd'hui, qui est quand même assez cadrée, le maître d'ouvrage c'est un promoteur, l'architecte c'est un faiseur de permis, et derrière il faut construire vite et au bon prix pour que le tableau Excel du promoteur tourne. Comment est-ce qu'on peut produire du logement différemment si on part avec ses cailloux dans la chaussure, on va dire? Comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes? Moi je pense qu'il y a un changement de cosmologie à opérer. Je pense qu'il faut... En fait on n'est plus dans la question de la production, on est dans la question du rapport au patrimoine bâti et donc de la manière dont on l'habite et de la manière aussi dont on le réhabite et dont on le réhabilite. Parce qu'en fait il y a encore énormément de logements qui sont vacants et de logements qu'il faut reconstruire. Et en fait, le gros problème dans tout ça, c'est que on a une espèce de hiérarchisation qui s'est créée entre des propriétaires, des locataires, des constructeurs, et où chacun est un peu dans sa boîte et personne ne peut vraiment prendre soin du logement tel qu'il est, à savoir en fait finalement un cadre de vie dont on devrait tous être capable de prendre soin, parce que au final les ressources se font de plus en plus rares, notre pouvoir économique sur la manière de changer l'environnement est de plus en plus faible, et donc moi je m'inscris un peu sur cette question de réhabiter et de changer vraiment la cosmologie de la manière dont on
pense le logement, à savoir non pas comme un produit marchand, mais vraiment comme un héritage, un patrimoine dont on doit prendre soin, dont il y a une valeur d'usage et il y a une valeur commerciale, mais il y a surtout quelque chose à conserver. Et là, moi, ce que je trouve qu'il y a de très gênant, c'est qu'en fait, les personnes qui habitent les logements n'ont plus de prise sur l'espace qu'ils habitent. Ils ne peuvent pas en prendre soin, parce que s'ils en prennent soin, et ben en fait, ça leur coûte de l'argent, et c'est eux qui sont censés faire ça, enfin, alors que c'est les propriétaires, et qu'eux, ils payent déjà un loyer, et qui sont déjà un peu perdants dans cette histoire, entre guillemets, s'ils commencent à faire des travaux. Et donc, il n'y a pas, enfin pour moi, il y a tout un frein juridique où en fait, on nomme pas le logement comme quelque chose de commun à gérer, et donc en fait, eh ben, on perd petit à petit en qualité de logement parce que personne peut vraiment s'en servir, et résultat, on se retrouve avec des logements insalubres et des logements qu'il faut réhabiliter et qui coûtent super cher à réhabiliter parce qu'en fait, il n'y a personne qui prend soin vraiment, et que dans cette privatisation de ces espaces, eh ben, on se retrouve à avoir personne qui veut vraiment s'en servir. Les propriétaires ne veulent pas réhabiter parce qu'en fait c'est quelque chose, ça n'a qu'une valeur marchande, et les locataires peuvent pas parce qu'en fait ils ont pas le droit vraiment de modifier. S'ils font quelque chose, c'est mal pour eux. Et donc en fait, pour moi, il y a un gros frein juridique sur la question de comment on gère le logement et le patrimoine bâti de manière générale. Il y a une personne très intéressante qui parle là-dessus, c'est Alexandre Monin, qui est en fait le directeur du Master Design de l'Anthropocène à Clermont-Ferrand, qui pose vachement cette question des communs négatifs, de la désinnovation et de l'héritage, et de justement comment on apprend à gérer un héritage qui en fait est en train petit à petit de s'amenuiser, de perdre en qualité, et comment on apprend aussi à prendre soin de cet héritage et amener aussi des héritages qui sont en fin de vie. C'est-à-dire que lui, il parle de la notion de commun négatif, des infrastructures qu'on continue de générer, qu'on sait très bien qu'elles sont déjà obsolètes, parce qu'en fait, on n'arrivera pas à les maintenir en termes de puissance énergétique, pourtant on continue à les construire, et pourtant après, il va falloir les gérer et les aider à transitionner vers tout un autre type de mode de vie. Et en fait, lui, il essaie de vraiment poser cette question-là de comment on désinnove, comment on construit des choses pour qu'en fait, ça puisse être petit à petit aussi déconstruit ou continuer à être utilisé sans autant de pouvoir énergétique, entre guillemets. Et moi, c'est aussi un truc, c'est que par exemple sur la question du logement, je trouve ça complètement aberrant ce qui se passe en termes de ce qu'on est en train de créer sur des dispositifs énergétiques qui en fait sont pas soutenables. Et pour moi, c'est des technologies zombies, des technologies mort-vivantes. En fait, elles existent, mais on sait déjà qu'elles sont obsolètes. Et alors que pourtant, en fait, notre but quand on crée du logement, c'est de créer un espace qui va être habitable, qui pourra être transmis de génération en génération. En tout cas, on a un peu ce truc-là en Europe de vouloir créer un logement qui dure. Et pourtant, on pense maintenant de plus en plus des choses qu'on sait déjà qui vont être obsolètes, quoi. Alors peut-être parce qu'on ferme les yeux et qu'on ne veut pas le voir, ou alors vraiment juste, pour moi, il y a quelque chose qui me gêne dans cette question de est-ce qu'on finalement, en tant qu'architecte, on n'a pas vocation à générer un héritage qu'il nous faut entretenir et qui va permettre aux futures générations de continuer à habiter. Et là-dessus, il y a des choix qui sont faits qui pour moi ne sont pas toujours très malins. On peut se poser la question de la maîtrise d'ouvrage d'une manière générale. Quand on parle de patrimoine, c'est vrai qu'acheter dans de l'ancien, c'est aussi se dire que finalement on investit dans de la pierre. C'est plus facile à transmettre et à modifier que d'acheter du neuf. Acheter du neuf, c'est acheter un produit, tu l'as dit. Et il y a la troisième dimension de la maîtrise d'ouvrage, du coup public. Le bailleur social, lui, il construit quand même et il est censé gérer son patrimoine. Sauf que quand on parle avec des bailleurs sociaux, peu n'ont conscience de ce rapport à l'usage. Le bailleur social ne veut pas qu'il y ait d'usage. En fait, pour moi, le bailleur social, il ne conçoit pas l'habitation dans sa dimension augmentée de qu'est-ce qu'elle est en tant que vecteur social. Le bailleur social
en fait, c'est pas non plus vraiment sa faute. Il se retrouve juste à avoir des personnes qui habitent les uns avec les autres. Et en fait, dès que ces personnes, elles habitent en société, c'est-à-dire dès qu'elles se croisent, forcément, elles vont créer différents usages, elles vont s'approprier des paliers, des choses comme ça. Et en fait, elles vont commencer à créer leurs propres règles et à se soustraire aux règles du bailleur social ou aux règles qui sont en vigueur. Et pour moi, à nouveau, finalement, on retombe sur une question juridique. C'est que le bailleur social, lui, ça lui fait plus de travail parce qu'en fait, il se retrouve à être dans une stratégie où normalement, il édite les règles et après, il les fait respecter. Alors que si les habitants commencent à se réapproprier les paliers et commencent à gérer eux-mêmes, par exemple, les paliers, ils génèrent du commun, ils génèrent quelque chose dont ils prennent soin ensemble. Mais par contre, pour le bailleur social, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, il n'est plus dans un processus de lean management où on va avoir je pose les règles et je les fais respecter, mais il va devoir toujours créer du dialogue, ce qui va être beaucoup plus chronophage pour lui. Et en fait, lui, alors en réalité, ça pourrait vraiment apporter des bonnes choses parce qu'en fait, ils peuvent prendre soin de l'espace et ça peut vraiment améliorer la qualité de vie de ses habitants sans pour autant coûter plus cher. Et ça, c'est des choses qui sont un peu dures à faire valoir dans les tableurs Excel de la programmation. En fait, finalement, on a quand même tendance à regarder vachement les projets à travers des petits yeux d'ingénieurs qui vont dire c'est quoi les externalités positives, les externalités négatives, et qui vont dire ah bah oui, en fait, ils ont utilisé le palier, donc il y a plus de travaux de rénovation, et donc ça va coûter 3 000 € de rénovation en plus, parce que ça, on sait le faire rentrer dans un tableur. Par contre, derrière, on n'est pas capable de se dire ah en fait, le palier, c'est 70 mètres carrés en plus, ça veut dire que c'est comme si en fait, pendant 2 ans, on avait donné 10 mètres carrés de plus à chaque habitant, et ça, on va pas le chiffrer. On pourrait le chiffrer, mais pour le coup, il faut qu'il y ait des personnes qui soient à la fois, qui aient envie de manier ces chiffres-là et qui aient envie de leur dire autre chose. Donc pour moi, il y a deux choses sur la question du bailleur social. C'est que lui, en fait, il a juste une certaine comptabilité qu'il doit rendre, à savoir combien il dépense pour loger ces personnes-là, et il va tout penser comme ça. Et après, il y a la question de juridiquement, il est tenu responsable des choses, et donc c'est toujours beaucoup plus facile de poser des règles et de les faire respecter. Comme ça, on est sûr de ne pas se faire embêter, et si les règles sont dépassées, on peut dire c'est pas ma responsabilité, quelqu'un a dépassé ses règles, plutôt que de dire ok, en fait, il y a des règles et on peut les bouger, on laisse du pouvoir d'agir aux gens, mais dans ce cas-là, s'il y a un problème, en fait, ça va peut-être me retomber dessus, et ces personnes-là, elles veulent pas que ça leur retombe dessus. Et donc, toute cette manière de penser, qu'elle soit financière ou juridique, elle pousse à vouloir vraiment simplifier la manière dont on habite, la manière dont on gère les interactions. On essaie d'enlever toute prise des habitants sur leur habitat, parce qu'en fait, s'ils modifient quelque chose, ça va être la personne au-dessus, donc leur bailleur social, qui va être responsable, et ça, ils veulent pas, donc en fait, ils laissent pas de pouvoir d'agir pour être responsable. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un truc un peu... C'est un cercle vicieux, parce qu'en fait, finalement, il se passe la même chose avec l'espace public dans la ville, il se passe la même chose avec plein de choses où en fait, on laisse plus aux personnes la capacité de se saisir de leur environnement et de l'améliorer vraiment, parce qu'en fait, c'est d'autres personnes qui vont être tenues responsables. Est-ce que ça ne peut pas donner envie aux constructeurs, et donc aux gestionnaires, aux bailleurs sociaux, de construire autrement, et ce fameux hall ou commun, de le penser différemment pour qu'il soit appropriable, mais avec des fonctions d'usage qu'on peut inventorier aussi. La question du commun, elle est hyper difficile parce que forcément ça crée des conflits, et que en fait, si ces conflits ne sont pas maîtrisés, ça peut très vite aller dans des directions qui sont difficiles à gérer. C'est difficile de dire qu'il faut juste créer des espaces communs et que les personnes vont s'en servir. Moi, j'avais vachement, dans mon poste précédent, on créait vachement des espaces qu'il fallait gérer en commun, et la réalité, c'est que il faut de la médiation. C'est impossible de penser un espace en termes d'usage sans qu'il y ait une médiation. C'est-à-dire que là, pour nous, par exemple, en tant qu'architecte, c'est assez simple de se dire il y a une salle de classe, on a pensé la salle de classe, le professeur est là et les étudiants sont là.
Mais ça, c'est parce qu'on l'a appris culturellement, de la même manière que les Allemands gèrent leur espace public en commun et savent très bien qu'ils ont le droit de planter des choses beaucoup plus facilement que les Français, parce que c'est quelque chose de culturel et qu'ils l'ont appris. Par contre, le changement, la transition de dire, ben tiens, d'un seul coup, vous avez des espaces en commun, et en fait, vivez ce rêve de vivre en commun, les personnes, elles savent pas faire ça. C'est même pas qu'elles le veulent pas, c'est qu'elles elles savent pas. Il y a trop de choses à apprendre. C'est un changement de paradigme, de relation aux autres, de relation à comment on fait l'espace. Et pour ça, bah, il faut des personnes qui fassent de la médiation, qu'un peu comme dans les permanences architecturales ou dans n'importe quel processus de design où finalement les designers restent tout le temps sur le terrain. Il faut des personnes qui fassent les médiations, qui accompagnent les habitants et leur espace vers des nouveaux modes de vie. Donc oui, pour créer ces espaces, mais en fait, si ces espaces-là, il n'y a pas un médiateur qui apprend à comment il faut vivre ces espaces-là, et ben, en fait, non, ça va créer des problèmes, c'est sûr. Vous insistez sur l'approche de design, mais ça veut dire qu'on peut avoir la place d'une tierce personne aux côtés de l'architecte, qu'il soit designer, ergonome ou sociologue. Il faut que ça soit quelqu'un qui puisse faire de la médiation, il faut que ça soit quelqu'un qui soit à l'aise dans la question des usages et dans la question des relations humaines et qui arrive à faire évoluer ça. Il faut que ce soit quelqu'un qui se mette à la place des gens et fasse avec. Et en termes d'usage, il ne faut pas que ce soit un spécialiste qui dise comment ça doit être, il faut que ce soit quelqu'un qui ait les connaissances du spécialiste mais qui arrive à les transmettre. Donc moi je suis pas toujours convaincu que quelqu'un qui a un diplôme d'architecte ou quelqu'un qui a un diplôme d'ergonome, en fait c'est pas ces connaissances là qui vont le faire en sorte que ça sera forcément la bonne personne. C'est un savoir-être où il va se dire ok, moi j'ai ces connaissances là et mon but c'est d'acculturer les personnes à ces connaissances et à faire en sorte qu'ils puissent les utiliser. L'ergonome, tu l'as très bien dit, il va quand même avoir une approche un peu plus sensible, il va être plus à expliquer comment il est. Enfin, juste dans ta posture, en fait, tu travailles avec des humains. Tu passes ton temps à faire évoluer comment ces humains ils vont se servir d'une table, d'un ordinateur, d'un truc, et en fait, tu passes ton temps à leur expliquer parce qu'en fait, tu leur dis comment ils peuvent faire, et donc tu es là-dedans et finalement, tu as ce bagage de médiation. Parce que tu fais de l'interaction en permanence avec ces personnes-là. Ouais. Ce regard qui peut être décalé, centré sur les usages avec une analyse qualitative et scientifique, hein, parce que c'est ça, ça peut aider à aller vers des concepts créatifs différents. L'ergonome et le designer, par leur formation, ils ont tout un tas d'outils pour comprendre les usages, pour se mettre à la place des usagers. En fait, c'est tous ces outils qui leur permettent d'être dans une posture où on va écouter et voir comment les gens vivent avant de changer ça. Je trouve que l'architecte, pour ça, il est plutôt mal outillé. À part Lucien et Simone Kroll et quelques architectes qui se sont vraiment dit « Ok, je vais faire ma mission d'aller voir les gens et d'essayer de comprendre comment ils vivent déjà. » Et après, de dire « Ils sont là et je les emmène là. » Bah, en fait, il y a peu d'architectes qui font ça. La plupart des architectes, ils disent « Je les emmène là. » Ils ne savent pas de ce qu'ils viennent. Et je pense que justement, en fait, c'est bien d'avoir des ergonomes, des designers, des personnes, ou même des architectes qui sont formés à ces questions-là. Il y a quand même toute une génération d'architectes aussi qui commencent à se dire, enfin tous ces collectifs qui essaient de bosser avec les gens, de comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils vivent déjà, comment ils peuvent faire évoluer ça. Si on ne prend pas les personnes là où elles sont et qu'on les projette juste quelque part, eh ben c'est de la dictature ou c'est de la manipulation, ou en tout cas c'est mal vécu, ça peut être très facilement mal vécu, et donc on va demander beaucoup plus d'énergie pour faire évoluer les modes de vie, alors qu'en fait déjà juste une bonne analyse de comment ce serait à ce moment-là, ça va vous permettre de dire ah ben en fait ce type d'usage c'est pas possible pour l'instant parce qu'en fait on est là et on peut faire évoluer dans cette situation-là. Et ça pour le coup bah ouais, je pense qu'il faut des personnes complémentaires aux architectes pour se poser ce genre de questions. Et ça permet aussi d'avoir une personne extérieure qui va prendre la défense des usages des usagers, qui va définir ce camp-là et qui va pouvoir dire ok, ça c'est ce qui est attendu, et après qui va pouvoir dealer avec l'architecte et dire bon ben moi en fait il y a ces choses-là, il y a ces choses-là et ces choses-là, et c'est à intégrer au projet. Alors que si l'architecte il se retrouve à la fois faire ça
plus son projet d'architecture, ça commence à être un peu difficile de faire la médiation. Enfin, moi, avant, je faisais à la fois de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre et de la médiation. On arrive à faire des belles choses, mais c'est très très compliqué aussi. Est-ce que l'architecte, c'est pas justement celui qui met en espace l'usage? Est-ce que justement l'architecte, le métier d'architecte, c'est pas justement mettre en espace un idéal de vie? Est-ce que c'est pas ça le cœur du métier de l'architecte? Il y a deux visions différentes. Il y a l'architecte des beaux-arts et le architectural designer. Ouais, le architectural designer, c'est toute la pensée qu'on a, qui est un peu plus chez les Scandinaves et chez les anglophones, où on va se dire l'architecte, c'est un designer spécialisé dans l'architecture. La pensée des beaux-arts, c'est plutôt l'architecte, c'est un métier en soi, c'est pas un designer spécialisé dans l'architecture. L'architecte, c'est un métier, c'est un métier des beaux-arts, c'est un métier artistique, mais aussi avec la construction. C'est deux lectures assez différentes, et on se rend compte que c'est finalement assez différent. Il y en a qui vont parler plus en termes d'usage et de concept, et l'architecte des beaux-arts, enfin ça c'est vraiment mon point de vue, hein, lui il va avoir l'effet plutôt inverse, à dire ok, en fait l'architecture est un art, la manière de construire est un art aussi, je suis garant de cette bonne construction, je peux aller jusqu'à de la phase exé et aller sur du chantier. Par contre, je vais un peu moins me poser la question de la programmation et du mode de vie. On va me dire, voilà, il me faut tant de logements, tant de mètres carrés, parce qu'il y a un programmiste qui est arrivé à cette conclusion-là de par ses propres logiques et ses propres études. Et moi, j'arrive à ce moment-là, et en fait, je ne suis pas capable de faire des allers-retours avec les personnes pour dire, ah mais en fait, finalement, on a transcrit ça en nombre de mètres carrés, mais est-ce que finalement, ce que vous voulez pas, c'est de l'espace vécu, de l'espace partagé, et que finalement lui il a réussi à transcrire ça que comme ça, mais parce que le programmiste ne va pas faire de projet, alors que moi je suis capable d'aller plus loin et de vous proposer de faire du projet là-dessus et de faire des allers-retours là-dessus. L'architecte, il va construire ce cadre bâti dans lequel on est censé vivre, mais en fait, de par l'endroit où il se place dans les processus de projet, il ne va pas avoir toujours la possibilité de faire évoluer ça et d'accompagner les transformations sociétales. L'architecte, il va trouver un endroit bien cloisonné du processus et il ne va pas pouvoir faire ses allers-retours. Il ne va pas être à l'endroit de la programmation, il ne va pas être à tous ces endroits-là, endroits où seront peut-être plus le architectural designer de nos amis scandinaves ou les designers d'espace tout court, qui eux vont être plus dans allez, on essaie de changer les usages, d'aller bousculer un peu tout le monde là où il est et d'essayer de trouver des nouvelles manières de faire, même si eux pour le coup ils vont moins construire derrière, enfin ils vont moins se poser la question de comment c'est construit. La définition du rôle de l'architecte dans cet acte de construire et le rôle du maître d'ouvrage qui affecte une fonction, et si on avait des choses à proposer quand on aura fini nos entretiens, c'est comment on fait évoluer la formation pour donner confiance aux architectes. Si on revient sur un peu ce changement de paradigme et que l'architecte il construit du patrimoine dont il faut se servir, en fait moi je crois vachement à cette question de l'architecte local et l'architecte de terrain qui va être finalement médiateur vis-à-vis de la construction et garant de cette construction, et qui va pouvoir, on voit ça pas mal en milieu rural, un architecte qui va être toujours dans les mêmes villages et qui finalement va être garant du fait que si on construit ça, eh ben, on va toujours revoir le même architecte qui lui va réussir à faire évoluer tout en cohérence, qui va se rappeler que là il y avait tel matériau, telle entreprise, et qui en fait va continuer à un peu créer toute cette intelligence collective et tous ces circuits courts sur place, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui prend soin de l'environnement bâti, et en fait il va prendre soin de l'environnement bâti mais de manière étendue, en sachant aussi qui peut mettre en œuvre cet environnement bâti, où sont les ressources. Enfin, avant les architectes connaissaient super bien l'environnement, les carrières, enfin, il y a les bouquins aussi un des premiers trucs qu'on nous fait lire en archi de Fernand Pouillon je crois, où en fait l'architecte il est aussi responsable et il connaît toutes les ressources autour, et en fait il va faire en sorte que tout ça continue à évoluer et que l'être humain continue à générer un environnement bâti tout en respectant l'environnement autour, et qu'en fait en habitant et en continuant de s'inscrire dans quelque chose longue durée et de dire oui en fait si vous voulez faire évoluer votre logement, j'y ai déjà pensé, où je connais très bien comment le logement est fait, donc je suis capable de le faire évoluer, d'avoir des architectes qui sont vraiment
encore présent pour se soucier de la question de comment l'environnement bâti continue à évoluer et qui se met un peu au service de ça, moi je pense que c'est une piste d'évolution, mais qui n'est pas du tout en accord avec les cadres juridiques. Et après, la question de faire évoluer les architectes sur la question de l'usage, ça se fait déjà un petit peu. Il y a des cercles d'assistance à maîtrise d'usage où on commence à dire « Ah oui, les architectes, vous pourriez prendre ce rôle-là ». Personnellement, c'est un peu difficile parce qu'en fait, c'est vraiment pas exactement la même posture que vont avoir un ergologue, un designer et un architecte, et qu'en fait l'architecte il est pas outillé pour ça, même s'il a beau avoir une bonne connaissance du projet et qui peut être très fort en médiation, il n'est pas forcément outillé pour ça, et qu'on va pas dans ce sens-là, parce qu'en fait on transforme l'architecte en maître d'œuvre, en architecte ingénieur. En fait il devient de plus en plus techniciste dans le bâtiment, et en fait l'architecte, enfin je sais plus, il y avait une conférence de Frédéric Druot à Ljubljana où en fait il racontait comment ils ont retapé tout un logement et qu'au final c'était pour un bailleur social, et qu'ils ont déplacé tout le monde à l'intérieur de ce logement en disant un couple qui habite là depuis 30 ans, il a plus besoin de son 110 mètres carrés. Par contre la famille qui vient juste d'arriver et qui habite dans 50 mètres carrés, et elle aurait besoin de ses 110 mètres carrés. Et en fait il disait oui, en fait ils se sont rendus compte de ça parce qu'en fait ils n'ont pas adopté la posture de l'architecte qui va suivre le programme, mais sûrement que derrière devait y avoir un peu un sociologue ou un designer, ou je suis pas sûr que ce soit un ergonome pour le coup, mais ça aurait pu très bien être ça, qui allait gratter un peu derrière et qui s'est dit mais en fait mieux habiter dans ce logement, c'est pas rajouter des mètres carrés, c'est faire en sorte que toutes les personnes qui sont en train d'habiter là-dedans trouvent un logement correspondant à leurs besoins. Et en fait pareil, ça c'est un peu difficile de considérer que l'architecte il peut être garant de ça, alors qu'en fait finalement on a plus tendance à pousser l'architecte à réussir à comprendre comment il peut calculer ses propres poutres, et ça va pas pour moi trop dans cette direction. Mais au-delà de ça, Emmanuelle est le mauvais exemple, parce qu'elle est la culture du territoire, elle est centrée sur l'usage depuis longtemps, elle a une culture, je dirais, pluridisciplinaire avec les collègues du Cobati et tout. Il n'empêche qu'effectivement, au niveau des formations, alors particulièrement ici où on a cette double formation, il y a ce partage de la culture pour mieux travailler ensemble au service de l'usager, sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Je pense que Christelle le disait aussi ce matin, quoi. Il peut y avoir un déséquilibre avec l'ingénieur qui va prendre le pas sur le concept créatif, parce qu'il va répondre à une demande de performance au titre de l'habitat, mais non pas de l'usage. Et moi je trouve que en fait, moi cette question-là je me la pose parce qu'en fait je pense que c'est moi une question qui est primordiale dans mon travail, c'est la question de la transition écologique et du dérèglement climatique et de tous les changements qui sont à venir. Et en fait je considère pas que une réponse technique va permettre quoi que ce soit, et qu'en fait il faut réussir à voir au-delà pour vraiment faire changer les choses. Enfin, comment en fait physiquement on n'est plus capable d'augmenter notre qualité de vie de manière matérielle, et donc au contraire elle va décroître de manière matérielle, et pourtant on peut continuer à vivre bien ou à vivre mieux si on commence à considérer ça à travers un autre prisme, et que ce prisme là il est plus dans du sensible et il n'est pas dans du matériel. Et si on veut continuer à être de bons architectes et à générer des espaces qui sont intéressants, qui sont synonymes de qualité de vie, tout en ne fermant pas les yeux sur le fait qu'en fait ça va être impossible de le faire matériellement, et c'est ahurissant de continuer à essayer de générer ça par du matériel, et enfin que ça n'a juste aucun sens au vu des crises environnementales, et forcément on est amené à devenir des architectes plus sensibles à nouveau, et à refaire plus d'interdisciplinaire avec des personnes qui savent identifier ces usages-là, mettre des mots et faire évoluer la manière dont on considère l'environnement vécu.